Merci d'être Méliès, ça nous fait plaisir de vous voir aussi nombreux. On est vraiment content de la fréquentation de ce cycle, pour être clair. Ce qui a du coup une application très très directe, c'est que ces cours Méliès vont continuer l'année prochaine. Ouais, bah ouais. Et que du coup, on va à la fois définir les thèmes. Je pense qu'on va parler des mouvements de caméra, des angles de prise de vue, par exemple, des choses à peu près aussi techniques en apparence que ça, mais vous avez vu que les cours ne se réduisent pas à la question technique. Et puis, on va choisir les intervenants, évidemment, y compris en faisant revenir les plus brillants d'entre eux de cette année. Clint Eastwood. Clint Eastwood, il ne peut pas venir. Il n'est pas prévu. Non, en fait, il nous reste encore un intervenant à trouver vraiment sur cette année, sur le plan général, et je n'exclus pas de demander à un ou une réalisatrice. Pour, voilà, c'est en juillet, il faut peut-être changer un tout petit peu la règle, faire une exception comme ça dans le cycle. Voilà, je dis ça parce que ça m'a un peu travaillé là pendant que j'étais en festival. Bref, je vous présente Claudine Le Pallec-Marant. Donc Claudine est universitaire, notamment à Paris 8 et Paris 3, et historienne du cinéma. Et ça fait longtemps qu'on veut la faire intervenir. Elle intervient beaucoup dans les réseaux, dans les circuits, pour la CRIF et d'autres. Voilà, et moi ça faisait longtemps que je me disais comment on fait pour faire intervenir Claudine, et ce cycle du coup est venu à point pour rattraper cet impair qui est de ne pas la faire intervenir assez souvent. Voilà. Ça va aussi servir à ça en fait, à ce que vous entendiez des gens brillants qu'on identifie depuis des années comme étant brillants et porteurs d'une vraie parole autour du cinéma, et qu'on convoque ou qu'on invite pas suffisamment souvent parce qu'on fait souvent des conférences nous-mêmes et que du coup on se dit bon, nous-mêmes, c'est gratuit, est-ce que vraiment on fait intervenir des gens, tout ça, on n'ose pas. Ce cycle a aussi servi à ça, hein, c'est que l'enjeu, c'est de diversifier les prises de parole dans l'espace public et, entre autres, d'alterner les paroles masculines, féminines, de générations différentes, enfin, tout ça, quoi. Vous savez, cette espèce de vision utopique que les résultats des élections d'hier n'ont pas totalement manifesté. Je ne peux pas ne pas faire une allusion. Claudine, à toi la parole. Merci Stéphane, merci beaucoup aussi d'être aussi nombreuses et nombreux. Ça fait chaud au cœur. Avec Stéphane, on parlait de... J'espère que certains parmi vous auront cette chance en juillet d'aller au festival de La Rochelle, le plus grand festival en France de cinéma de patrimoine et de matrimoine. Et voilà, j'arrive jamais à voir des salles aussi remplies, ça me fait vraiment très très plaisir. Alors, quand il parlait de lien entre les intervenants et le sujet, je vous avoue que on peut prendre ça un peu de manière ironique, parce qu'en fait les cours que je donne, c'est notamment beaucoup sur les réalisatrices, et je ne ris pas, le regard féminin. Et cette question du regard féminin, je le faisais avant MeToo, et je continue à le faire. Vous allez voir que du coup j'ai réussi évidemment à défendre la place d'une réalisatrice, et vous verrez comment, parce que c'est une réalisatrice qui a été très influencée par Sergio Leone. Donc c'est intéressant parce qu'on ne fait pas souvent ce lien-là. Et du coup, j'ai un peu ri au début parce que je me dis vraiment le plan américain, si c'est pas le plan le plus viriliste du cinéma, voilà. Que je ne sais pas si le lien, évidemment, il n'y a pas de lien direct entre ce pourquoi je donne des cours et la question de l'échelle de plan, mais j'ai bien ri. Sinon, la commande de Stéphane était un peu particulière au début, donc je vais vous la montrer. Il m'avait dit le plan américain, et il m'avait dit, alors je vais demander aux projectionnistes de switcher à partir de mon PowerPoint, je pense que ça peut passer, voilà. C'était le... non. Ça c'est Clint Eastwood. Et alors d'ailleurs ce qui est assez drôle, c'est que ça c'est pas un plan américain, sauf si on considère qu'il remonte la jambe, Clint Eastwood, et que du coup, la position de l'acteur dans le plan, qu'est-ce qu'on va prendre en compte ? Est-ce que c'est le cadrage lui-même ou c'est la position de l'acteur ? Je reviendrai sur cette question-là parce que ça veut dire que la question de l'échelle de plan, c'est beaucoup en fonction du cadre et du personnage. Mais si le personnage meut son corps de manière un peu film d'animation, s'il arrive à faire des choses un peu déplacées, comment on fait pour juger de l'échelle et du type de plan ? Et c'est pour ça que dans mon première affiche à moi que je me suis fait autour du plan américain et du plan italien, qui était la commande de Stéphane, et ben il y a ce plan un peu provocateur de Sergio Leone, mais qui fait de toute façon la teneur et la fabrique de la signature de Sergio Leone, c'est-à-dire que soit un plan se définit à l'intérieur de ce qu'il y a dans le cadre, et notamment à partir de la figure humaine, mais vous voyez le plaisir qu'a eu Sergio Leone dans le cinémascope de, grâce à la profondeur de champ, travailler sur finalement des découpages de corps
qui sont différents. Alors je vais juste mettre en plus grand parce que là c'est pas agréable. Donc voilà, donc ça, cet extrait-là de Sergio Leone, enfin en tout cas ce photogramme, donc cette image figée à l'intérieur du plan, merci l'ordinateur qui peut figer les plans, et ben voilà, est-ce que c'est le gros plan de Volante qui compte? Est-ce que c'est le plan à partir du genou du second acteur? Est-ce que c'est cette magnifique découpe où on voit du genou à la taille avec évidemment la place du revolver? Et du coup, cette idée finalement on dirait pour Sergio Leone, dynamiter la question du plan et de l'échelle de plan à l'intérieur d'un même cadre, en déplaçant ces acteurs de manière très théâtrale, en les plaçant, en les déplaçant pas, mais en les plaçant de manière très théâtrale. Voilà, qu'est-ce que c'est ce type de plan-là? Est-ce que c'est un plan semi-ensemble parce qu'il y a plusieurs personnages, ou quelle partie du corps va permettre de définir le type de plan? Donc ça, pour l'instant, je le pose en question, et on va voir que tout de suite, Sergio Leone, il pourrait nous aider à définir l'échelle de plan, mais qui va compliquer énormément les choses. Alors, pour illustrer, j'ai commencé avec l'illustration la plus typique, c'est-à-dire cette idée que dans notre imaginaire de cinéphile, le plan américain, c'est un plan qui permettrait de voir le hustler, c'est-à-dire l'objet qui permet de porter le pistolet. Et là, typiquement, je vous montrerai un extrait tout à l'heure de Rio Bravo, où l'enjeu de la place du pistolet et l'enjeu de l'arrivée derrière la porte et le jeu de l'arrivée des personnages au fur et à mesure est un enjeu très fort. Évidemment, la caméra est placée dès le début et il va y avoir des mouvements des acteurs. Mais j'ai essayé de prendre des plans qui étaient fixes pour qu'on puisse se concentrer sur ce cadre, puisque Stéphane a dit que ça serait l'année prochaine pour les questions des mouvements de caméra. Donc le plus possible, on va voir l'intérêt de ces plans fixes qui permettent aussi de faire une direction d'acteurs très composée et de figer les gestes. Et ça, c'est quelque chose aussi dans le western, autant classique que dans le western spaghetti de Sergio Leone, cette idée de figer les acteurs comme des théâtres, avec des positions particulières, de figer le plan et de figer les acteurs, c'est quelque chose qui fait partie de son rite particulier avant l'explosion de la violence et avant les mouvements de caméra. Mais j'ai rajouté deux petites choses qui permettent d'interroger cette idée du plan américain. D'abord, le fait que Stéphane m'a demandé de faire deux échelles en même temps, c'est-à-dire le plan américain et le plan italien. Alors qu'est-ce que c'est le plan italien? Le plan italien, on pourrait se dire, finalement, ça serait une manière de continuer à parler du western et de continuer de parler à cette échelle de plan qui intègre le pistolet et donc la cuisse des acteurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans l'histoire du cinéma, le mot plan italien précédait la question du genre, donc il n'était pas lié au début à un genre cinématographique particulier, et qui s'était posé la question de la nationalité des plans, et notamment du plan italien, non pas par rapport au western, donc pas par rapport à Sergio Leone et pas par rapport à Corbucci, mais sur des questions d'échelle humaine, et voire, le mot n'est pas dit, mais moi je vais le déterminer comme ça, une forme de plan humaniste. C'est-à-dire cette idée de dire que si on voit un corps de très loin, on voit toute sa figure, mais ce n'est pas l'échelle qui permettrait aux spectateurs et aux spectatrices de plus s'identifier sur un écran. Et que peut-être cette idée de couper les genoux, ou simplement même de couper les pieds, j'y reviendrai, ça serait l'échelle qui permettrait aux spectateurs et aux spectatrices de reconnaître l'expérience, de refaire l'expérience de la rencontre avec un individu. Et qu'il y aurait une volonté humaniste de rencontrer des personnages. Et cette question d'humanité de ce cadre-là, de ce plan italien, il est lié dans l'histoire du cinéma à cette notion de plan italien, mais aussi à cette idée des films italiens néo-réalistes. Donc du coup, je me suis permis de mettre un extrait de film italien néo-réaliste pour poser cette question-là. Est-ce que le fait de couper un être humain, soit de couper ses pieds, soit de couper au niveau du genou, mais de garder son visage, serait l'expérience la plus évidente pour rencontrer un personnage? Point d'interrogation. Alors dans l'histoire, et là ma petite surprise de réalisatrice, elle est en haut, c'est Lina Wertmüller, et une réalisatrice italienne, malgré son patronyme germanophone,
et on reposera cette question avec elle. Et vous avez vu que là, on coupe les acteurs et l'actrice au niveau des pieds pour la plupart. Donc cette question de la découpe du corps et cette question de la figure humaine, voire la figure humaniste la plus proche pour la rencontre et pour partager avec les autres, elle est liée à cette question de ce plan-là. Alors, dans l'histoire des définitions de plan, j'ai retrouvé l'usage du mot plan italien et plan américain dans un journal de critique qui s'appelle Photociné et qui date de 1928 et qui propose à ses lecteurs et à ses lectrices un alphabet visuel. Et dans cet alphabet visuel, il est question des plans, bien sûr, et on va regarder ensemble de quoi il est question. Donc ils sont multiples. D'abord les plans d'ensemble qui prennent la totalité du décor, les différents rapprochés qui prennent des fragments de la même scène et les présentent plus ou moins grossis à l'écran. Le plan en pied qui prend un acteur ou un groupe d'acteurs, donc ce qu'on pouvait retrouver dans mes exemples, de la tête aux pieds. On peut dire, c'est pour ça que, évidemment, je les définissais par une découpe, c'est-à-dire soit on enlève le pied, soit on enlève les genoux. Or, un plan américain est moins qu'un plan en pied. Et là, alors surprise, en 1928, dans ce journal-là, ils disent « Le grand américain qui coupe leur image à la hauteur des genoux ». Donc le grand américain qui coupe leur image à la hauteur des genoux, l'américain au medium shot, donc plan moyen, qui la coupe à la hauteur de la ceinture. Donc si on considère la ceinture, on serait un peu au-dessus, parce qu'on serait au niveau de la hanche, et on n'est pas totalement en dessous de la ceinture et au niveau des pistolets. Donc vous voyez que c'est des définitions qui se cherchent, même si la question de l'américain est liée déjà à cette question de la ceinture, déjà à cette question du pistolet, et le genre du western, ce qui est intéressant par rapport au cinéma américain, c'est qu'il y a énormément de films de western muets, et notamment, on peut citer le réalisateur de western de référence John Ford, qui va faire plus d'une 40aine de films muets, et c'est intéressant d'aller se demander, est-ce que ces plans sur la ceinture, est-ce que ces fameux plans sur la ceinture, ils sont déjà dans les films muets de John Ford, et à quel moment va arriver l'apparition de ce type de plan. Donc, pour l'instant, toujours on pose la question. On l'appelle ainsi en France, donc si vous me suivez toujours, le plan américain, parce qu'il est le plus généralement employé en Amérique de préférence à tous les autres. Vous avez vu qu'il ne précise pas de genre cinématographique. Un Français de Californie, Maurice Tourneur, n'a pas peu contribué à varier ses possibilités d'utilisation. Elle est multipliée. Presque tous ses films sont tournés en grande partie sur plans semblables, mais il n'en résulte aucune monotonie, car il sait les diversifier à l'infini. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Ensuite vient le plan italien, ou close shot, qui coupe le personnage à la hauteur de la poitrine, un peu au-dessus des épaules. Donc là, on peut se dire que ça n'a rien à voir avec la définition, les premières définitions que j'ai données, soit la question du plan italien dans les westerns spaghetti des années 1960-1970, et rien à voir avec cette idée de la figure humaine. On l'a carrément rétréci au niveau de l'épaule. Vous voyez que quand on cherche à accoler une nationalité à un plan, ça paraît compliqué, et que l'argumentaire avancé, il n'y a pas d'argumentaire. C'est-à-dire que pour les Américains, ils ne précisent pas de genre cinématographique. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur le plan italien comme argumentaire au niveau des épaules, qui coupe le personnage à la hauteur de la poitrine, un peu au-dessus des épaules, puis le gros plan au close-up, ça vous connaissez. Théoriquement, ce dernier ne comprend que la vision de la tête, mais en pratique, il se confond avec le plan italien, toutes ses limites étant très arbitraires. Et évidemment, on retombe sur l'arbitraire des échelles de plan. Le premier gros plan, c'est ce qu'il précise, a été imaginé en 1903 par Edwin Porter, qui le filma dans The Great Twan Waboy pour la compagnie Edison. Alors, je ne vais pas aller sur le terrain du gros plan, parce que je sais que vous l'avez déjà eu, mais ce qui m'intéresse, c'est que un des premiers extraits que je vais vous montrer, c'est justement un extrait de The Great Twan Waboy, parce qu'il se trouve être le premier western en 1903 de l'histoire du cinéma, et justement, il n'y a pas du tout de plan américain comme nous, on l'entend aujourd'hui. Il y a beaucoup de plans d'ensemble parce qu'il faut suivre l'action. Donc c'est en lien avec les débuts de l'histoire du cinéma. On pense que plus on est éloigné, plus on peut multiplier les actions. Et vous savez peut-être, parce que je n'aurai pas le temps de vous le montrer, je reviendrai là-dessus,
que ce film est par ailleurs connu pour un plan assez rapproché d'un des acteurs, qui n'est pas lié à l'action qu'il y a eu en cours, c'est-à-dire le vol de Rapide, dont je vais vous montrer un petit extrait, et qui finit à la fois par un plan rapproché des acteurs, sans lien avec la narration, sans lien avec le récit, et avec cette idée de regard caméra et surtout de direction du pistolet. Donc ce film-là, il est connu pour ce plan rapproché-là et pour énormément de plans larges. Donc on va regarder un extrait de l'attaque, en français, l'attaque du Grand Rapide, juste pour partir de l'idée que ce plan du western, le genre cinématographique du western aux États-Unis, n'est pas né avec ce plan au niveau des pistolets, et que du coup, c'est une systématisation, notamment dans les westerns classiques et dans le western spaghetti, qui a définitivement ancré le mot de plan américain en lien avec l'arme. Alors, on y va pour cet extrait par l'inverse. Alors, désolé, l'extrait il n'est pas très long, il dure que 2 minutes, mais j'avais une version sans son qui est disponible en entier. Le film il dure environ 16 minutes. Il est disponible sur YouTube sans son, donné évidemment avec l'aimable autorisation du droit d'auteur des États-Unis, qui donne accès à ce film-là pour son importance dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du western. Et ce qui m'intéresse là, c'est vous montrer la preuve, par le contraire, que le western, quand il naît, c'est beaucoup des plans d'ensemble. Je voulais aussi vous montrer des extraits pour que vous voyez l'audace, déjà, quand même, de ces plans où, là, ils ont recomposé, Edwin S. Porter, il recompose un intérieur, mais après avoir filmé à partir d'une cabine de train, et il fait jouer ses acteurs en intérieur, mais il va faire défiler ce qu'il a filmé à partir d'une cabine de train. Donc c'est pour montrer aussi, hein, souvent quand on relit l'histoire du cinéma, on est vraiment impressionné par les découvertes de montage, y compris là à l'intérieur du plan, hein, on dirait que c'est un montage dans le plan, et les audaces techniques dès les débuts du cinéma. Mais on n'a pas de plan américain, parce qu'on ne va pas se rapprocher des acteurs. L'intérêt, il y a quand même de la couleur, mais l'intérêt c'est d'être assez loin, en plan assez éloigné, en plan d'ensemble, pour pouvoir suivre. Là c'est aussi pour montrer voilà, d'autres audaces du premier western, où on est sur une... comment dire, dans le train, donc on est dans le train, avec une caméra qui est portée par le train, mais on est encore en plan d'ensemble pour voir des actions avec les acteurs qui prennent évidemment des vrais risques. Hein. On est avant le cinéma burlesque préféré de Stéphane Goudet, qui prend des risques comme les cheminots. On regarde s'il y a des cinéphiles qui aiment le burlesque ici, mais il y a la même audace avec cette idée que le train ne va pas trop vite pour qu'on puisse tourner. C'est ce que fera évidemment Buster Keaton dans La Générale. Voilà, et je voulais juste vous mettre le dernier plan dans sa durée, qui est le dernier plan du film et qui dit au revoir aux spectateurs. Donc beaucoup d'audace, un quasi gros plan en tout cas, ou pour 1928 un plan italien avec les épaules et on voit le pistolet, mais pas de plan américain dans les débuts du western. Alors on en vient à cette idée que plutôt que de trouver exactement la première utilisation de plans américains ou de plans italiens considérés comme similaires, regardez un peu la mythologie, les mythes autour de cette expression plan américain et plan italien. Alors autour du plan italien, il y en a énormément, parce que autant le plan américain par rapport au Hostler pour poser le pistolet, Hostler, pardon, je prononce très mal en anglais, on va croire que je parle des proxénètes, mais il y a plein de mythes autour du mot plan italien. Alors, je vais vous en donner plusieurs, et vous allez voir qu'on n'a pas Clint Eastwood, mais on va lui faire quand même plusieurs clins d'œil tout le long de cette soirée. La première que j'ai appelée la légende pro-italienne, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, donc au ce moment de renaissance, parmi les multiples renaissances dans l'histoire du cinéma italien, après la Deuxième Guerre mondiale, le néo-réalisme italien va devenir vraiment un cinéma national de référence
pour la critique de cinéma, et notamment en France avec André Bazin. Donc on va beaucoup parler de ce terme de néoréalisme italien, et on va tenter de trouver des points communs avec ces films, au niveau des histoires, mais aussi au niveau du type de plan. Pas que dans l'idée de sortir, parce que c'est souvent la question, de sortir des studios et de filmer cette Italie en reconstruction après le fascisme et après la Deuxième Guerre mondiale. Alors la légende pro-italienne, ça serait l'idée que, en fait, de tout temps, pour éviter les reflets brillants des chaussures trop bien cirées des acteurs italiens, on préférait couper plutôt que d'avoir les acteurs de plein pied, parce que comme vous savez peut-être, mais dans l'Italie industrielle, la question de la chaussure du nord de l'Italie est très célèbre, notamment autour de Milan. Il y a cette idée que les Italiens seraient tellement élégants qu'on ne filmait pas les chaussures de cuir qui brillaient et que c'était une manière de couper. Donc j'ai appelé ça la légende pro-italienne. On entend aussi beaucoup parler de la légende anti-italienne, dans cette idée que ça serait plutôt pour des questions économiques. L'inverse, il y a pareil, cette légende qui tourne dans certains livres et sur Internet. À l'inverse, ça serait invisibiliser les chaussures sales des acteurs italiens de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai appelé ça pro-italien si vous pensez que ça défend l'industrie de la chaussure, et j'ai appelé ça anti-italien si vous pensez que c'est pour une question économique qu'il fallait finalement se défendre de la pauvreté dans le néo-réalisme italien. Et puis il y a une troisième légende qui court et qui est intéressante. J'ai appelé ça la légende de l'homme sans nom, parce que vous savez que l'homme sans nom, c'est le personnage de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. L'idée, ça aurait été d'adapter à la taille de Clint Eastwood, parce qu'il est tellement grand, il fait 1m93, que de toute façon, on ne pouvait pas prendre ses pieds si on voulait sa tête, c'est-à-dire si on voulait son sombrero et son poncho. Bon, alors on verra un extrait tout à l'heure, pour voir si ça marche ou pas, cette question des légendes. Et alors j'aurais dû rajouter une quatrième légende, parce que c'est Stéphane Goudet qui me l'a donnée en direct. C'est l'idée, et on se revient vers la question du néoréalisme italien, que dans le film Riamer de De Santis, où il y a notamment des plans documentaires des travailleuses, surtout des femmes, de piqueuses de riz, c'est pour ça riz amer, les travailleuses dans la plaine du Pô, qui plantaient le riz, avec notamment Silvana Mangano, qui est très célèbre pour avoir montré et joué dans ce film avec un short tout petit, qui sort à peine de l'eau, comme ça on voit quand même la naissance de ses cuisses. Mais l'idée, ça serait qu'on aurait fait un plan italien pour avoir la naissance du riz. D'accord ? Donc pour avoir à la fois le début de la plante du riz dans l'eau et le corps, c'est-à-dire de la tête à la cuisse de Silvana Mangano. Donc ça, en fait, c'est des légendes. C'est-à-dire il n'y a pas de preuves autour de ça, mais ça permet d'avoir des images qui tournent autour de la figure du corps humain et de, toujours, moi c'est ça qui m'intéresse, de se dire que c'est peut-être pas, comme on le disait dès 1928, des choses qui sont figées, mais c'est en fonction des récits qu'on veut raconter. Moi je vous parlais d'expériences de rencontres, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'humanisme avec ce type de plan, et que je vais vous montrer un extrait d'un film néoréaliste, mais qui n'est pas Riamer. Et là, dans le mythe autour de Riamer, c'est cette idée d'avoir l'homme et les femmes surtout qui travaillent dans les plaines du Pô à la création des rizières, ou alors dans cette idée de suivre justement les personnages dans, soit si c'est dans le western, pour présenter leur arrivée dans le champ avec directement leur instrument, c'est-à-dire leur pistolet. Alors l'exemple que moi j'ai pris par rapport au cinéma humaniste, dans cette idée que peut-être la rencontre la plus efficace avec les personnages pouvait se faire en coupant leurs pieds ou en coupant leurs genoux, j'ai pris un extrait d'Umberto D, donc qui est un film de 1951 de Vittorio De Sica, et c'est le tout début de Umberto D, et vous allez voir qu'il va trouver plusieurs échelles de plans pour la question d'une manifestation. Une manifestation particulière, je ne vous dis pas laquelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le récit d'Umberto D. On regarde et j'en parlerai après.
via. Zitto, Fry, basta. Dio mio, scalzoni, canaglie. Per carità non si faccia sentire, se no lo portano dentro. Non dico alle guardie, ma agli organizzatori del corteo. Ci voleva il permesso. Non ce l'hanno voluto dare. Allora si stava a casa. Io ho bisogno del 20% d'aumento e metto a posto i miei debiti in un anno. Io debiti non ne ho. Per la verità neanche io non ho debiti. È il momento buono, possiamo andare. Andiamo, andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Non ho più nessuno, né un figlio né un fratello che possa aiutarmi. Sono un vecchio buono a nulla. Coraggio valente. Umberto Domenico Ferrari. Chi vive oggi con 18.000 lire al mese? 10.000 me le prende la padrona di casa. Mi ha anche aumentato l'affitto, quella... Scusi. Oh, dica pure, siamo tra uomini, puttana. Avrebbe bisogno di un orologio, lei? No, ce l'ho l'orologio, non ce l'ho più, ce l'ho, bello orologio. Io ne ho due e per questo lo vendo. E il suo che marca è? È buono, ha anche la cassa d'oro. Io sono arrivato, abito qui, buongiorno. Buongiorno. Cet extrait d'Umberto D de Vittorio De Sica. Donc c'est un film qu'il a réalisé après un des plus célèbres des films néoréalistes qui s'appelle Le voleur de bicyclette en 1948. Et ce qui m'intéresse dans le début de ce film, c'est que vous voyez que les personnages sont énormément coupés au niveau des pieds ou au niveau du genou. Alors qu'il pourrait monter la pauvreté de ces personnages, puisque c'est tout la question du récit d'Umberto D, vous l'aurez compris, ça commence par une manifestation des personnes âgées qui demandent à l'État italien la remontée de leur pension de retraite. Donc il n'y a pas cette idée qu'il y aurait une logique à éviter des chaussures qui pourraient signifier justement les difficultés économiques du personnage que vous venez de voir, Umberto D. Donc c'est plutôt cette idée que pour filmer et de face ou de dos, finalement, peut-être que l'usage le plus courant pour s'approcher d'une discussion, parce qu'on parle beaucoup en marchant, ou alors de la manifestation, du fait du mouvement d'être entre paroles, enfin non plus de parler, mais d'être en mouvement, puisque c'est le principe de la manifestation, cette idée qui m'intéresse, c'est-à-dire l'idée humaniste que la parole entre les personnes et que les mouvements du corps, peut-être de plus évident, ça serait justement ce fameux plan italien, pour s'approcher de ces personnages, c'est-à-dire qu'on, dans cette idée que certains considèrent comme un semi-ensemble, là par exemple, puisqu'on voit une partie du décor, mais qui est aussi un plan italien dans cette idée de couper les pieds, ou, vous avez vu dans la manifestation, couper au niveau du genou. Donc voilà, je voulais donner cette image pour vous dire, là il n'y a pas de raison dans le récit de cette légende anti-italienne de c'est pour enlever les saletés sur les chaussures de l'après-Seconde Guerre mondiale, et que par contre, l'envie de la rencontre et de personnages humanistes et du quotidien et des mouvements de tous les jours et des discussions, elle est particulièrement profitable avec ce type de plan. Alors, maintenant, on va s'approcher évidemment de ce fameux plan américain qui est aussi dans l'imaginaire, plan américain, plan italien, autour de la question du genre cinématographique du western. Et pour faire ça, je vais vous montrer un extrait de Rio Bravo. Je n'ai pas choisi John Ford, j'ai choisi Howard Hawks, pour finalement commencer non plus à rester sur cette question des légendes, même si vous savez que dans l'histoire du western, on dit toujours qu'il faut toujours imprimer la légende,
mais pour aller du côté de l'intérêt et de l'usage, l'utilité de ce mot de plan américain ou plan italien. Donc je vous ai parlé de la question de l'humanisme autour de l'anatomie humaine. Est-ce que ça serait un usage évident pour la parole et pour les mouvements du quotidien, c'est-à-dire de la marche, que ce soit la marche de la manifestation ou la marche du dialogue, et du coup s'approcher des acteurs et des actrices. Voilà, on n'est plus dans le plan d'ensemble, on n'est pas encore en gros plan, mais on va garder cette question-là. Évidemment, la place de l'étui, c'est ce que vous avez en tête et c'est ce qu'on va faire et ce qui va me permettre de passer au western avant qu'on voit précisément l'usage du scope que va en faire Sergio Leone dans sa trilogie, avant même de voir les multiples usages dans le film qui va suivre la conférence. Et après, je vous présenterai un extrait d'une réalisatrice italienne qui s'appelle Lina Wertmüller et qui a été l'assistante sur un film sur 8,5 de Fellini et qui a fait énormément de films sur cette question de la violence. Alors, elle a fait qu'un western, mais c'était une parodie de western, donc c'est pas celui que j'ai choisi. Elle est connue parce que dans les années 1970, elle a fait plusieurs films sur la question des conditions ouvrières des Italiens dans les grandes villes industrielles, Rome et Milan, mais toujours sur la forme de la comédie. Et ce qui m'intéressait, c'est de réfléchir à quel point le principe de l'humour, qui est présent aussi dans les westerns de Sergio Leone, comment elle allait pouvoir l'utiliser, et notamment dans les séquences où elle utilise beaucoup de plans américains ou de plans italiens, c'est-à-dire en coupant au niveau de genou, pour cette idée d'arme. Vous allez voir qu'avec elle, c'est pas exactement le pistolet, mais ça va être l'arme du dialogue, l'arme de la guerre des sexes et de la guerre des classes. Donc cette idée que finalement, le plan américain et le plan italien, c'est pas que le plan du western, mais ça serait l'idée de westerniser tout le cinéma de genre qui se pose la question de la guerre de classe, qui est une question aussi qui intéresse beaucoup Sergio Leone, et une question qui obsède Lina Wertmüller, qui est la question de la guerre des sexes. Et comment elle va utiliser ce plan, qui est souvent pour des personnages masculins et souvent pour des westerns, dans un type de film qui est le sien, où notamment elle va utiliser son actrice préférée, qui s'appelle Marie-Angela Melato, et qui va, vous allez voir, je vais essayer de vous convaincre, qui est une figure de western à l'italienne, toujours dans cette idée-là. Et j'utilise à l'italienne, avec ce plan italien ou plan américain lié au western de manière très positive, parce que Sergio Leone, dans un entretien en 1988, racontait que pour lui, c'était pas du tout négatif de dire western spaghetti, parce que c'était à l'italienne, donc c'est juste différencier une nationalité. Donc les changements de repères cinématographiques qu'il avait fait, et notamment les systématisations d'échelles de plans différentes dont on va parler, et aussi de rythme. Donc il aimait cette idée de relier sa nationalité à son cinéma, et il disait en plus c'est drôle, parce que les spaghettis c'est pas comme des lassos, c'est beaucoup plus mou, et que du coup cet humour-là, je le veux aussi dans mes westerns. Et c'est vrai que dans la trilogie du dollar, l'humour, il est plus présent à partir du deuxième film que vous allez voir ce soir, et pour quelques dollars de plus, et c'est aussi pour ça que nous avons choisi ce film, parce que il est moins sombre que le premier, qu'il y a la même systématisation des types de plans et la même explosion de la violence, mais avec plus d'humour. Alors, je vais vous maintenant présenter un extrait d'un western classique. Alors, j'ai pas pris John Ford, mais je voulais quand même montrer cette photographie de John Ford dans le désert, parce que justement, là, il est photographié, comme quoi la photographie, évidemment, on le sait, peut s'inspirer du cinéma, mais là, il est photographié dans un type de plan qui est le plan américain, le fameux cadre du western. Et je voulais revenir sur cette question du cinéma classique et de John Ford, parce que la comparaison permet de mieux comprendre la révolution Leone, y compris dans l'échelle des plans. Donc John Ford, je vous disais, des westerns muets entre 1917 et 1926, pour dire que cette question que moi j'ai pris avec l'extrait de 1903 à la recherche de ce fameux plan, le western il n'est pas né avec ce plan américain. Je ne voulais pas prouver par l'exemple, parce que je n'ai pas trouvé d'extrait de muet que j'avais sous la main, mais il n'est pas du tout autant systématisé que dans le cinéma
dans les films de western à partir à partir du parlant, à partir des années 1930. Mais il y a quand même ce repère des 9 westerns parlants avec John Wayne, et même si c'est pas la question du plan américain, je voulais juste revenir sur cette collaboration parce qu'elle permet de comprendre le dynamitage du genre par Sergio Leone. Donc dans John Ford, il a fait 9 westerns parlants avec John Wayne. Ils ont collaboré sur 14 films, donc ils n'ont pas fait que des westerns ensemble, mais ils ont collaboré de 1939 à 1962, donc il ne faut pas croire que John Ford a fait que des westerns parlants, mais là, le lien entre John Wayne et John Ford, c'est ces 9 westerns du cinéma parlant qui commencent en noir et blanc et après tout de suite en couleur, donc de La Chevauchée fantastique, Stagecoach en anglais, à L'homme qui tua Liberty Valance. Mais ce sur quoi je voulais quand même revenir avant le film, même si c'est pas une question des chefs de plan, c'est de bien pouvoir le différencier par rapport à Sergio Leone, que nous allons voir après. Donc, vous le savez, je répète là, mais c'est important pour qu'on voit la différence, décor naturel de monuments de vallée, donc se dire aussi que les plans de grand ensemble vont pas être aussi systématiques que les découpes que va faire Sergio Leone. Donc cette idée du plan italien, il est en lien avec la systématisation des plans américains dans le cinéma de Sergio Leone. Vous me suivez toujours ? Voilà. Que la collaboration avec des Indiens Navarro, parce que c'est pas ça qui intéresse, c'est plutôt la frontière mexicaine qui va intéresser Sergio Leone. Le culte du héros, de la romance et de la morale. Là, vous avez l'anti-Sergio Leone, qui va faire des anti-héros. La romance, ça l'intéresse pas. Il disait que la femme, il s'en débarrassait dans chacun des films de la trilogie. Et la question de la morale, évidemment, c'est pour aller du côté du cynisme. John Ford, ce qu'il veut, c'est filmer des communautés et non pas des gens qui sont solitaires. Donc là encore, on voit énormément de changements en termes de scénario. Et la célébration de l'initiative individuelle et de la solidarité, de la discipline de la communauté contre l'ennemi indien ou hors la loi. La question de l'initiative individuelle, elle va se jouer autrement chez Sergio Leone. Là aussi, la comparaison, je pense, est intéressante. Alors, on va voir un extrait de western classique. J'ai choisi Rio Bravo. Donc c'est la toute première séquence après le post-générique. Ce qui va m'intéresser, c'est que à partir de ce plan américain, vous allez voir comment le fait de fixer la caméra devant les fameuses portes de saloon, ça induit déjà ce type de plan au niveau de la cuisse, et comment il va jouer avec cette question-là dans cette séquence que j'ai choisie aussi parce qu'elle est muette, et du coup c'est encore plus intéressant de voir comment tout se passe avec la question du revolver dans cet extrait d'Howard Hawks qui utilise beaucoup le plan américain.
Joe, you're under arrest. Maybe so, but don't turn around, Sheriff. Now what are you going to do, Sheriff? You can do just about what you want, Chance. Anybody else you want besides Joe? No. Give me a hand. Comme c'est un extrait assez court, je vais juste faire certains arrêts sur image. Donc cette idée, d'abord c'est une vraie porte, mais il y aura le même jeu, en fait c'est dédoublé dans la séquence avec les portes battantes du saloon. Donc c'est toujours l'idée évidemment de qui va arriver dans le lieu clos qu'est le saloon. Là, c'est d'autant plus intéressant qu'on est au début du film, donc c'est la présentation des personnages. Et la présentation des stars, que ça soit Dean Martin, qu'on n'a pas encore vu arriver dans le film, et évidemment la grande star John Wayne. On est en 1959, donc on est 20 ans après Stagecoach. Donc ça fait 20 ans qu'il monopolise l'écran des westerns classiques, et évidemment il ne peut pas avoir une entrée classique comme Clint Eastwood pour quelques dollars de plus, donc dès le deuxième film de la trilogie du dollar, vous regarderez tout à l'heure, ne peut pas avoir une entrée moins remarquable. Donc cette idée de faire entrer la star et de faire entrer le personnage dans le huis clos, qui peut être évidemment un huis clos de violence, puisque ce sont plus qu'un, mais deux saloons dans l'extrait. Donc là on arrive avec la première star du film, Dean Martin, qui a déjà fait plusieurs westerns à son actif, et vous voyez que là on est dans un plan américain, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une arme mais il n'en a pas. Donc la manière dont on nous est présenté le personnage de Dean Martin, c'est un personnage désarmé. Donc on sait tout de suite qu'il est en état de faiblesse. Il va avancer, et vous voyez qu'on maintient même en mouvement de caméra, on maintient ce cadrage au niveau des genoux, donc au niveau du plan américain, parce que au niveau du jeu de l'acteur, on commence à suivre un autre geste qui va nous faire comprendre pourquoi il est désarmé, parce qu'il a un autre désir qui l'obsède. Il est plus utile, en tout cas on ne sait pas s'il va être utile à pouvoir prendre une arme, parce qu'il est complètement obsédé par l'alcool. Il n'arrête pas de toucher sa bouche. Et là, c'est l'acteur qui va souligner, c'est-à-dire que vous avez vu, alors là je suis en arrêt sur image, vous ne voyez pas, mais quand on le voyait passer, bon là on n'est plus américain, on est en plan italien si on considère que les bottes sont coupées, mais il faisait ça avec sa main, vous voyez, comme s'il n'a pas d'arme. Donc c'est le geste de l'acteur, n'importe quel acteur qui a fait aussi travailler à l'acteur studio, dans cette idée que le geste va appuyer le récit. Il n'a pas d'arme, on ne sait pas encore ce qu'il désire totalement, on est en train de le comprendre, mais le geste appuie sur le fait qu'il est désarmé, et dans plusieurs échelles de plan, en plan italien, et après on va le voir faire le même type de geste en plan, voilà, on le voit un peu plus tard en plan américain, je l'ai sauté. Là on revient en plan américain sur ce qui va être le méchant, on l'aura compris quand il jette
évidemment la pièce de monnaie au bon endroit dans le crachoir pour pas qu'on puisse l'utiliser. Et on revient sur cette idée que le plan américain, on est directement avec l'arme que le méchant va, lui, il est quelqu'un d'armé. Donc on a quelqu'un de désarmé, vous voyez en plan américain, face au méchant qui est armé à un plat. Et donc on alterne, tac, et on a plusieurs fois ce plan américain. Et ce qui est intéressant là, c'est aussi le plan, c'est-à-dire l'arrivée de John Wayne, qui arrive par son arme. Alors qu'est-ce que c'est ce plan-là? On a le visage de Dean Martin, on n'a pas le visage de la star qui occupe le western depuis 20 ans les écrans aux États-Unis, mais on a tout de suite son arme. Donc on sait que c'est lui qui va l'aider. Alors qu'est-ce que c'est en type de plan? C'est un peu compliqué. Donc j'aime à dire que pour moi, c'est un espèce de plan américain où l'arme en fait fétiche de John Wayne, ça va trouver moyen d'aider en fait le personnage de Dean Martin pour pouvoir le redresser et pour lui donner cette arme qui lui manque dans les plans américains précédents. Et on verra que ces plans-là, avec pour le coup là les bottes avec les éperons, c'est quelque chose aussi qu'on va évidemment beaucoup revoir et qui n'a pas de nom véritablement. Donc là, on serait dans une échelle qui valorise de manière différente l'arme. Et c'est ça qui est assez passionnant dans les westerns classiques et aussi dans les westerns de Sergio Leone, c'est la variété des échelles de plans autour des types d'armes, selon que ça soit des pistolets, des carabines, donc selon leur dimension elle-même, et puis quand elles vont arriver dans le plan. C'est-à-dire que là, on arrive avec les jambes de John Wayne, et vous savez peut-être que c'est pas l'extrait que j'ai choisi, mais parce que c'est pas mon plan, mais dans Le Bon, la Brute et le Truand, par exemple, à un moment, il y a Clint Eastwood qui est en train de viser Eli Wallach pour le sauver, parce qu'il doit l'empêcher d'être pendu, ça fait partie de leur manière de faire une association entre un malfaiteur qui est, comme le dit Eli Wallach, qui est celui qui peut être pendu, et Clint Eastwood qui défait la corde selon son bon vouloir, et tout d'un coup il y a une arme qui arrive et qui dit tu vas pas le sauver en fait. Donc cette idée de la variété des échelles de plan autour de la longueur des armes et autour de l'action des armes, c'est évidemment tout le plaisir de la variété des échelles des plans dans le western. Donc là, c'est pour l'arrivée de la deuxième star. On avait la star un peu plus jeune, et là, on a la star des 20 ans de western, en contre-plongée. Hop là, on arrive, il le sauve. Vous voyez que là, on revient en plan américain. Tac, ils se battent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a beaucoup de plans américains, mais que là, on revient en plan qui pourrait être un plan américain ou un plan italien, toujours sur cette question de la marche. Donc on a vraiment cette idée que la marche de l'individu, peut-être que le plan italien et le plan américain, c'est ce qui est le plus logique dans cette idée de suivre le mouvement. Et là, c'est un mouvement particulier, hein. Vous savez qu'on est au Hollywood classique, donc tout fait sens. Comme il y a le petit geste perdu de Dean Martin qui a soif, ben là, un homme qui se permet de violenter une femme en la prenant par le bras, c'est une manière de typer tout de suite le méchant. Donc non seulement il n'a aucune pitié pour les autres, il n'a aucune empathie, mais il se comporte mal avec les femmes. Donc là, on a des plans américains, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va rejouer avec une deuxième porte. Qui sera armé, qui ne sera pas. Vous voyez que là, on joue avec l'échelle de plan américain, parce que lui, il est tout le temps armé avec sa ceinture. On approche, lui, il est armé, tac, tac. Et on rejoue, comme si on rejouait cette question de qui a les bonnes armes et qui va les utiliser pour le bien et le mal. Et là, retour du shérif qui s'appelle Chance et qui va revenir. Alors, il est en pied. John Wayne, il est en pied. Mais ce qui m'intéresse, c'est les plans d'après, parce que le méchant est en plan américain, mais que l'arrivée de Dean Martin, qui refait son arrivée en fait, c'est qu'on croyait qu'il était désarmé. Donc là, on était en plan américain modèle, et on avait encore un Dean Martin désarmé, sauf que là, évidemment, ça va lui permettre de faire sa seconde entrée, de se racheter moralement. On aura compris un des récits principaux du film, qui va être le rachat de Dean Martin à partir de sa capacité à soutenir, à être le second
du personnage. Donc voilà, sur cette idée que évidemment le cinéma classique, en noir et blanc à partir de Setchcoat et en couleur jusque dans les années 50 et du début des années 60, va beaucoup jouer avec ce plan américain. Donc là, on va passer à l'étape où ça va devenir un plan italien, où le plan incorporant le pistolet et va être lié à la révolution du western léonien. Donc on y va pour l'extrait de Pour une poignée de dollars, qui est celui que vous ne verrez pas ce soir. Et on va voir la systématisation de ce plan américain, mais aussi, et c'était ce que je voulais illustrer avec ce type de plan que vous avez vu qui est en scope, donc qui est beaucoup plus large et rectangulaire, ce jeu différent avec les échelles de plan, et notamment la variété de Sergio Leone de découper des corps d'acteurs à des places différentes qui compliquent en fait la nomination des plans au-delà de son travail que vous avez sans doute déjà vu, peut-être qu'on l'a utilisé ou pas comme exemple dans les gros plans, parce que lui il fait carrément les très gros plans sur les yeux, okay, mais là vous allez voir qu'il y a un jeu de c'est quelque part il fait exprès pour aller contre les professeurs de cadre et d'échelle de plan en disant on veut faire un nom de plan en fonction du corps d'un personnage, mais lui il va s'amuser en utilisant plusieurs corps de personnages ou en découpant les corps un peu comme on a vu l'arrivée de John Wayne, en disant bah, comment ça s'appelle là, comment tu appelles mon plan. You better get back to your shop, old man. You're liable to have some business there. Ah, very good. That's what I wanted to hear. And I have a little surprise for you that I brought along. I know how much you are going to need. It was very hard to get my hands on it, but I got it by first using my head. No one can resist 2 bottles of wine. Isn't that right? Well, I thought that well, you might need that pistol, and I brought another present. It's dynamite. I stole it from the Rojos. And now it seems to me the moment's come for you to light the fuse and send it back to them. Still lots of light. Too early to be asleep yet. Prove you're here. I shouldn't like to ruin the rifle. I could never find another like this. Listen, Rambo, let's try it with this one now.
ce petit extrait donc, du premier film 1964 pour une poignée de dollars de la trilogie dite du dollar. Donc là, on a un parfait plan italien, si on s'en garde à cette définition de couper les pieds qui est à l'intérieur. Mais évidemment, la diversité des plans est très impressionnante sur cet extrait-là. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que là, la variété des plans, elle est toujours dans cette idée de varier autour de l'arme, c'est-à-dire on n'est plus trop dans une échelle de plans qu'avec la figure humaine, on est, comme je vous disais, dans l'introduction ou la considération de l'arme dans le plan, mais que ce n'est pas fait de manière, quelque part on est à l'inverse du cinéma néoréaliste italien qui est dans la question de la figure humaine et que j'avais appelé même du côté d'un cinéma humaniste. Là on est dans cette idée de manière très théâtrale. Donc si l'argument de néoréalisme c'était aussi pour suivre de manière logique les déplacements humains, là on va être dans des espaces d'un acteur à l'autre qui soient beaucoup plus figés que dans le néoréalisme italien, parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus théâtral, dans un cinéma de genre beaucoup plus assumé. C'est pas l'idée justement du néoréalisme d'aller vers une expérience vers le réel, même ça n'empêche pas le désir de réalisme d'un certain West de Sergio Leone. Qu'est-ce qu'il en est de la poussière, qu'est-ce qu'il en est du cynisme, qu'est-ce qu'il en est de la violence, mais il assume totalement la mise en scène théâtrale et il va utiliser les instruments, là en l'occurrence les armes, et les positions des acteurs, il va les figer. Et ça c'est une révolution en termes de rythme, une révolution très théâtrale qui est inspirée elle-même de Yojimbo, du film de 1961 de Akira Kurosawa, et c'est une véritable révolution, on dit une explosion, hein, comme l'explosion de Clint Eastwood qui arrive dans l'extrait, dans le western. Et on va voir dans cet extrait comment il va jouer avec ces échelles de plans que nous on détermine autour de la question du plan américain ou de plan italien. Alors là on serait dans un plan américain puisqu'on voit, même s'ils sont dans une mine, parce qu'ils se cachent des deux familles, Clint Eastwood, le personnage de l'homme sans nom, est arrivé dans une ville, donc pour une poignée de dollars, et il a tout de suite compris l'intérêt qu'il pourrait y avoir à s'allier alternativement à deux familles qui commandent la ville et qui font autant d'exactions l'une que l'autre. Bon, il y a une famille qui est un peu plus violente, c'est les frères que vous allez voir et qu'on va voir, mais ce qui m'intéresse, c'est que là, Clint Eastwood est à l'écart des deux familles, mais on voit, il est armé, et vous avez vu, c'est le personnage qui est là, qui va lui redonner ses armes. Donc là, on a le plan américain typique autour de la ceinture pour réarmer le personnage, et c'était peut-être le petit clin d'œil, je n'avais pas vu en fait l'affiche qui avait été choisie pour la conférence sur le plan américain, mais on avait la même chose, c'est-à-dire que Clint Eastwood il est grand, donc il remonte ses jambes, et on avait cette idée de remettre la grandeur de l'acteur à 1m93 dans le plan autour de la question des armes et de la ceinture. Donc on part d'un plan américain, parce qu'il faut réarmer Clint Eastwood, et il n'y a pas que la ceinture armée, vous avez vu, il lui donne même de la dynamite, et c'est pour ça qu'on aime bien faire les jeux de mots avec l'idée que Sergio Leone a dynamité le western, parce que notamment il a beaucoup utilisé cette arme, il a vérifié historiquement à quand arrive la dynamite au 19e siècle, et donc là encore il y a des recherches documentaires, pour le coup c'est pas que un cinéma de genre très théâtralisé, et du coup il va s'intéresser à cette arme qui avait été assez peu utilisée et qui va devenir à la mode en fait dans les westerns des années 1960. Je pense aussi à La Horde sauvage qui va utiliser cette question de la dynamite. Alors donc on réarme Clint Eastwood, on est toujours en plan américain en fonction de son arme. Donc juste pour voyez cette déconstruction du plan, voilà, qu'est-ce que c'est ce plan-là? Vous voyez, il y a toujours un personnage des frères de la famille qui permet d'arriver, vous voyez là c'est lui, d'arriver au niveau de l'arme, mais il va le complexifier. Donc c'est ce jeu-là qui est passionnant, et juste, j'arrêterai là-dessus, plusieurs fois il va jouer avec le plan italien comme couper au niveau du genou, ou au niveau, plus du genou, pardon, au niveau des pieds, dans des positions, je vous l'ai dit, ultra théâtralisées, chacun est en bonne distance pour chacun être vu en fonction de ça. Donc il y a plusieurs plans dans l'extrait, où on en revient à des plans italiens, jusqu'au plan évidemment magnifique d'arrivée de Clint Eastwood,
plat, c'est-à-dire là, c'est quoi ce plan, à part sinon un plan fétiche pour voir ses chaussures. Tac, voilà. Donc là, on part d'un plan, est-ce que c'est un plan d'ensemble, mais comme vous vous rappelez, Clint Eastwood avance, on va voir le plan italien se former en direct, et il va y... Voilà, c'est ça, je voulais juste arrêter là. On voit juste les chaussures, donc ça serait quoi? Ça sera un gros plan de genoux ou un gros plan de chaussures, et vous avez vu dans le montage, c'est très drôle, parce qu'on va passer des chaussures de cuir de Clint Eastwood aux aux éperons du méchant. Donc on a le fétiche, on tourne autour de l'uniforme et des gestes du western, et on tourne autour du plan italien et du plan américain. Alors du coup, j'en arrive à cet extrait qui est peut-être le plus original, parce qu'en général, les cinéphiles font l'impasse sur cette réalisatrice, qui s'appelle Ina Wertmüller. Ça, c'est son actrice fétiche, Mariangela Melato. Elle fait des noms de films à rallonge. Donc là, c'est Nuit d'été avec un profil grec des yeux en amande et l'odeur du basilic. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans l'histoire du cinéma, elle a été beaucoup rapprochée de Fellini parce qu'elle a été son assistante sur 8,5 et parce qu'il y avait cette idée d'une folie et puis de l'obsession du lieu du bordel, le lieu de la prostitution. Mais vous allez voir que dans ces films de guerre entre des personnages, qui sont toujours des guerres sociales, il y a toujours des riches contre des pauvres, et c'est toujours la guerre des sexes, parce qu'il y a une pulsion de désir, une pulsion sexuelle, et ce qui m'intéresse de la placer entre un petit extrait et avant le film de Sergio Leone, c'est cette idée que elle, c'est comme si elle avait compris que cette obsession du plan américain et du plan italien, c'est vraiment une obsession de l'arme, et donc vous me voyez venir, une métaphore sexuelle, et du coup, elle va la littéraliser, c'est-à-dire que les confrontations qu'elle va faire, ça ne sera pas que des confrontations entre hommes, il y aura toujours une femme qui va être plus riche, plus désirable que les autres, et elle va être attirée par le méchant bandit, et le méchant bandit sera attiré par elle. Je vous dis juste, le début de l'extrait du film, c'est une femme d'affaires qui est à la tête d'un consortium de riches hommes, elle est la seule femme italienne donc d'affaires, et elle a décidé de kidnapper un chef de la mafia de Sardaigne pour pouvoir lui réclamer de l'argent. Et alors faites attention, ça va très très vite, c'est presque de la screwball comédie, c'est-à-dire que les films de Wertmüller sont très bavards, parce qu'il y a une guerre qui passe beaucoup par la parole, mais vous allez voir qu'elle tombe toujours sur des plans italiens et des plans américains, mais ils n'ont pas leurs armes, parce que leurs armes, ils en ont d'autres, y compris une manière de littéraliser, c'est-à-dire de rendre le désir sexuel très visible avec des accessoires. Vous allez vite comprendre. Donc il n'y a plus d'armes, mais il y a d'autres accessoires. E che vuoi da me? 100 miliardi voglio. Eh? Sì, signor brigante, i miei conti sono esatti. 100 miliardi è la cifra della somma degli incassi più vistosi realizzati dalla sua organizzazione di rapimenti negli ultimi 10 anni, naturalmente senza contare gli interessi composti, l'aggiornamento inflazionario e le spese. 100 miliardi? Sì, signore, 100 miliardi. Tu sei pazza? No. Tu sei pazza? No, io sono precisa, caro brigante. Io sono tenacemente precisa, guardi. Sono 5 rapimenti di grossa entità, a cominciare dal rapimento Pautasso all'ultimo, quello Fiamma Joyce. Se li ricordano, li ha fatti tutti lei. Noi abbiamo una contabilità perfetta. Non quella confusione di cialtronaggine che avete voi nell'anonima sequestri. Confusionari! Come impresa fate ridere i polli. Ridicoli. Non è certo una contabilità la vostra. È un casino totale. Il denaro non è mica roba per voi, mi dispiace. Venite da noi a vedere che cos'è un'impresa. Voi chi? Noi, classe dirigente. Ecco noi chi. Allora senti, classe dirigente. Perché non vieni qua che parliamo io e te seriamente? Che mi sono stancato di sentire sta autoparlanti. O c'hai paura? Paura io? Giovanotto, guardi, lei è un megalomane totale, vero? Legato, prigioniero, bendato, peggio di una gallina. Ma che cosa pensa mai di essere lei per mettere paura a me? Ma chi si crede di essere? La Spectre, Mephisto e le sue pompe. E allora tu? Ma ti credi di essere la classe dirigente, Io lo sono. Io rappresento per delega una società per
comunicazioni, che ha fatto un'analisi seria degli investimenti, dei rischi e dei profitti, esattamente come si fa per aprire una qualsiasi fabbrichetta. Una società di ricchi, non so se lei è in grado di realizzare, vero? Che cosa vuoi, Capone? I ricchi, certo. Quelli che voi odiate a morte per invidia, tutta invidia. In Italia si muove tutto solo su quello, soprattutto la politica. Quella poi è invidia allo stato puro. Ma dai, anche lei, certo, comunista magari no, perché quelli ormai sono diventati troppo borghesi, ma sarà anche lei un eroe dell'ipotetica rivoluzione, perché tutti, i mass media, i giornali, la politica, la televisione, non vi hanno aperto da anni l'ombrellino ideologico? Non siete Robin Hood contro la borghesia quando scippate le vecchiette al mercato? E quando rapite non è un rapimento proletario? Cialtroni, che non siete altro, guardi. Oh! Ma come ti permette? Che dici? Che stai dicendo? Sì, signore, signor brigante che ha finito di ricattare. È proprio così. Noi ricchi siamo molto meglio. Lavoriamo, ci diamo da fare, costruiamo, rischiamo. Noi siamo il miracolo economico. La Fiat, Azzurra, Fellini, Valentino. Noi siamo il Made in Italy e lei veramente presume di poterci fregare a lungo. Guardi, finora mi è uscito solo per disattenzione, ma adesso basta. Con voi ci siamo rotte le scatole. Adesso ci restituite il malloppo e chiuso. Finished. Una bella firmetta. Ciao, firmi qua. Che firmetta sarebbe? Una solita lettera alla famiglia, vi ordino di pagare immediatamente, eccetera, eccetera. Mai. Tu. Ma che schifo! Maleducato! Sputa a lui! Ah, peggio per lei, sa giovanotto? Senta, Capone, che non è altro. Guardi che noi non abbiamo nessun bisogno di denaro, quindi non abbiamo fretta. Ci può restare anche 10 anni qua sotto, sepolto vivo. Puttana, sifilitica sfondata merda! Oxford, oppure ha studiato a Eton? Allora, finché non firma, pane e acqua. Presa carogna, si è data a gola, e lo sangue d'uio me la lascia bere! Il est juste que vous n'avez pas vu, évidemment vous n'avez pas vu le film, mais juste pour vous dire que le personnage de Melato est pas plus héroïque que Clint Eastwood. On est d'accord. Quand il dit je suis la classe dirigeante, etc., il y a une forme de guerre sociale et de guerre des sexes, mais ça ne veut pas dire que c'est bon personnage. Il n'y a pas de héros dans ce film-là. C'est la bonne transition avec et pour quelques dollars de plus. Merci beaucoup, Claudine. Merci de votre attention. Nous allons pouvoir partager enfin, désolé pour votre part, et pour quelques dollars de plus.